Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Léa Sandals, je suis éditrice en chef à la Société Alzheimer du Canada et modératrice de la conversation d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Parlons de la pollution atmosphérique et des troubles neurocognitifs. Cette conférence est présentée par la Société Alzheimer du Canada en partenariat avec la Fondation Brain Canada. Pour en savoir plus sur ces deux organisations, merci de consulter le clavardage. Avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, il convient de parler de logistique. Cette session est proposée en anglais et en français. Pour sélectionner une langue, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisir la langue souhaitée. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement sur votre écran tout au long de la session. Les réponses au sondage nous aident à comprendre si nous répondons à vos besoins, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Cette conférence est enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la Société Alzheimer et sur la chaîne YouTube au début de la semaine prochaine si vous souhaitez la revoir ou la partager avec des amis. Enfin, il s'agit d'une conversation. Le clavardage est ouvert et est modéré si vous souhaitez vous présenter ou partager des ressources et des expériences basées sur des preuves. Si vous avez des questions à poser à notre groupe d'experts, envoyez-les par l'intermédiaire de la fonction questions et réponses de votre Zoom, qui est en bas de votre écran en général. Nous ferons de nos mieux pour répondre aux questions. Et s'il n'y a pas de réponse pendant l'heure que nous passerons ensemble, notre équipe fera un suivi par courriel dans les jours qui vont suivre pour s'assurer de répondre à vos questions. Merci de les envoyer avec le nom avec lequel vous êtes enregistré. Aujourd'hui, je me joins à vous depuis un territoire qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qui abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto, où je vis et travaille, est couvert par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit, et c'est là où se trouvent les bureaux de la Société Alzheimer. Nous vous encourageons à en apprendre un peu plus sur les initiatives dirigées et co-dirigées par les Autochtones en matière de troubles cognitifs, y compris, mais sans s'y limiter, à la trousse d'outils sur les troubles neurocognitifs de l'Association des femmes autochtones du Canada, Anishinaabe Dementia Care, l'évaluation cognitive autochtone canadienne et les ressources sur les troubles cognitifs du Centre de collaboration nationale sur la santé autochtone, pour n'en nommer que quelques-unes. Ce sont des initiatives incroyables qui se produisent et qui sont dirigées par des autochtones. Les sites web de ces organisations se trouveront maintenant dans votre clavardage pour que vous puissiez les utiliser, les partager, les soutenir et en tirer des enseignements, ainsi que certaines initiatives autochtones concernant la pollution atmosphérique et le changement climatique par rapport à la conversation d'aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter une brève présentation euh, sur la pollution de l'air et les troubles neurocognitifs. À la suite de cette présentation, nous ferons venir nos experts invités à l'écran pour qu'ils nous fassent part de leur point de vue et de leur analyse de ces conclusions et recommandations. Et nous aurons aussi une session de questions-réponses. Donc, est-ce que nous pourrions passer à la diapositive numéro 2? La raison principale pour laquelle nous organisons cette conversation aujourd'hui, c'est parce que la qualité de l'air est importante, que vous viviez avec des troubles neurocognitifs ou non. Et un fait qui est très établi, c'est que la recherche internationale montre que l'exposition à la pollution de l'air à un âge avancé, donc pour les personnes âgées de 65 ans et plus, augmente le risque relatif de troubles cognitifs de 10% en moyenne. Cela ne semble pas être beaucoup, mais le fait que nombreuses personnes vivent avec de la pollution atmosphérique à des niveaux élevés explique pourquoi cela est très important. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Une autre chose importante à garder à l'esprit qui est connectée à notre conversation aujourd'hui et pour penser aux actions, parce qu'il y a des actions que nous pouvons entreprendre individuellement. Une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que certaines études ont montré que certains polluants ont des impacts différents sur notre santé. Donc, ils ont montré qu'avec les particules fines, spécialement P2,5 en particulier, celles provenant du chauffage de bois, pourraient avoir un impact plus important sur le risque de troubles cognitifs. Mais d'autres études suggèrent aussi qu'un taux élevé de dioxyde d'azote augmente également le risque. La recherche continue pour ceux d'entre eux. Ce sont des informations qui émergent de la recherche assez fréquemment.
En me préparant pour ici, je travaille pour une organisation canadienne, donc je voulais me pencher sur ce que les chercheurs au Canada ont pu découvrir par rapport à ce sujet de la connexion entre les troubles cognitifs et la pollution atmosphérique. En 2022, des chercheurs de l'Université Western en utilisant des données mondiales, ont établi un lien entre la pollution atmosphérique par les particules P2,5 et le nombre de personnes atteintes de troubles neurocognitifs sur une certaine période de temps. En 2020, les chercheurs de l'Université de Montréal ont trouvé un lien significatif entre l'apparition de troubles cognitifs et la distance par rapport aux grands axes routiers. Et en 2017, des chercheurs de l'Université de Toronto, en utilisant des données basées sur l'Ontario, ont trouvé que l'exposition à la pollution atmosphérique, même à des taux faibles, était associée à une plus grande incidence de troubles cognitifs. Nous partageons cette information parce que la connaissance est le pouvoir, mais parce que aussi nous pouvons mettre en place des actions pour gérer les risques et c'est quelque chose dont nous allons discuter avec nos experts. Prochaine diapositive. Le Les gens nous demandent souvent, quand nous parlons de la pollution atmosphérique et la relation au cerveau, c'est de savoir comment la pollution de l'air peut nuire au cerveau, comment elle peut augmenter le risque de troubles neurocognitifs. Il y a encore beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a encore beaucoup de mécanismes qui sont en cours d'examen, mais voici quelques idées qui ont été proposées. Une idée, c'est que la pollution atmosphérique amène des changements vasculaires, c'est-à-dire que la pollution de l'air affecte les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Et une autre idée qui était proposée par certains chercheurs, c'est que la pollution atmosphérique cause de la neuroinflammation. Cela veut dire que les cellules du cerveau s'enflamment après une exposition à la pollution atmosphérique. Et une autre idée qui est proposée, c'est que les changements de pollution atmosphérique, surtout quand elle est intense, peut avoir un impact sur la santé mentale, notamment sur l'humeur, qui affecte les fonctions cérébrales pendant des épisodes de pollution atmosphérique et affecte le fonctionnement du cerveau. Et au fur et à mesure que nous allons parler de cela, nous allons mettre dans la boîte de clavardage la recherche qui est associée à ces découvertes, juste pour que vous en ayez conscience. Une chose qui est très importante, et je sais que Amanda Jiang, une de nos chercheurs aujourd'hui, est une experte de ce domaine, va en parler plus en profondeur, c'est que les effets négatifs de la pollution atmosphérique ne sont pas répartis uniformément dans la pollution. Certaines personnes sont plus exposées que d'autres, par exemple les personnes qui habitent à côté de grands axes routiers. Cela veut dire que l'impact euh, de troubles cognitifs dans la réalité va être plus élevé dans ces groupes-là que dans d'autres groupes. Prochaine diapositive. Certes, il y a de la recherche canadienne à ce sujet dans une étude portant sur 7 villes canadiennes, une étude qui a été publiée en août 2023. Certains chercheurs canadiens ont trouvé que les quartiers à faible revenu et à identité autochtone présentaient un taux de mortalité attribuable à la pollution de l'air nettement plus élevé. Encore une fois, je voulais utiliser cette citation pour souligner que certains risques sont plus exposés à la pollution atmosphérique, ils sont plus vulnérables et l'équité en termes de santé est importante par rapport à la pollution atmosphérique, et tout comme d'autres questions comme la justice et le racisme environnemental. Bien sûr, une autre source d'exposition inégale à la pollution atmosphérique cette année qui a été remarquée dans les médias et dans la vie de tous les jours et dans ma vie à Toronto, aussi dans la vie de mes voisins et partout dans le pays, c'était la fumée des incendies de forêt. J'étais curieux par rapport à l'étendue des incendies cette année. Apparemment, il y a eu à peu près presque 19 millions d'hectares qui ont brûlé au Canada cette année, ce qui représente plus du double de ce qui s'était passé l'année dernière. Le record précédent est environ 7 millions d'hectares. Donc, de manière définitive, c'est une source de pollution atmosphérique considérable à prendre en compte pendant cette conversation. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit et une autre raison pour laquelle nous voulions organiser cette conversation d'experts, c'est que la situation n'est pas statique par rapport à la pollution atmosphérique. Le changement climatique et la qualité de l'air sont liés. Et une étude effectuée récemment l'année dernière qui était
publié par le gouvernement fédéral indiquait qu'un climat plus chaud devrait aggraver la pollution de l'air au Canada. Il indiquait que l'augmentation des fumées des incendies de forêt est un des plus grands facteurs de risque par rapport à la réduction de la qualité de l'air. Et bien sûr, il y a une question d'équité puisque certains groupes sont plus exposés aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé, notamment les enfants, les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes souffrant de maladies préexistantes. Et nous allons parler un peu plus en détail de certaines des problématiques sous peu. Prochaine diapositive. Donc, nous avons aussi de la chance ici d'avoir des experts euh, en, en soins offerts aux personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Jennifer Bambush va expliquer, parler de la personne, des gens qui vivent déjà avec les troubles négatifs, et elle va parler de l'impact négatif des incendies de forêt et d'autres éléments du changement climatique sur leur propre santé. Nous parlons souvent de la pollution atmosphérique et des risques de troubles cognitifs pour les personnes qui n'ont pas encore de troubles cognitifs, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent dans cet espace, il est important de savoir que cette pollution atmosphérique a aussi un impact sur la santé cérébrale des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs et un impact sur les soins de santé qui les entourent. Donc, prochaine diapositive. Donc, voici de la- nous sommes presque à la fin de la présentation. Merci pour votre patience, mais les études américaines se sont penchées sur les effets à court et long terme de cette pollution atmosphérique et au printemps, une étude américaine a montré que les particules fines peuvent réduire la tension chez les adultes quelques heures après l'exposition à des feux de forêt. Et cela montre à quel point la neuroinflammation peut être déclenchée et à court terme, à long terme. Et une étude américaine a montré que les particules fines associées à l'agriculture et aux incendies de forêt étaient associées à des taux plus importants de troubles cognitifs et cela a renforcé ce risque qui a déjà été établi. Plus nous obtenons de preuves, plus il y a de la preuve pour des actions individuelles et des actions collectives politiques. Et c'est ma dernière diapositive. C'est une présentation très brève. Il y a des moyens de réduire les risques liés à la pollution atmosphérique et aux troubles neurocognitifs comme le masque, la filtration de l'air, des politiques pour améliorer la qualité de l'air et du climat, des prévisions quotidiennes de la qualité de l'air et bien d'autres encore. Merci encore pour votre patience pour cette présentation très brève, mais je voulais juste contextualiser ce dont nous allons discuter aujourd'hui un peu plus tard. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dave, et merci encore beaucoup. Donc maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter les panélistes qui se joignent à nous pour cette conversation et qui ont beaucoup plus d'expertise par rapport à ce sujet que moi. Et je suis très reconnaissante pour leurs leçons qu'ils vont partager aujourd'hui. D'abord, j'aimerais accueillir le docteur Ryan Allen, professeur à l'Université Simon Fraser, qui mène des recherches sur la santé environnementale, la pollution atmosphérique et l'évaluation de l'exposition, entre autres sujets. Bienvenue, Ryan. Nous accueillons ensuite la docteure Sandy Azab, chercheur universitaire associé à l'Université McMaster, qui étudie actuellement euh, l'effet de la pollution atmosphérique sur les scores des fonctions cognitives et les lésions cérébrales vasculaires. Bienvenue, Sandy. Maintenant, nous accueillons la docteure Jennifer Bambush, que j'ai mentionnée au préalable, professeure à l'Université de Colombie-Britannique qui mène des recherches sur la prestation de soins de santé aux personnes âgées. Elle a récemment fait une présentation sur les urgences climatiques et les personnes atteintes de troubles cognitifs. Merci beaucoup pour votre présence, Jennifer. Cela fait plaisir de vous voir. Finalement, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui la docteure Amanda Jiang, qui est professeure adjointe à l'Université de Colombie-Britannique aussi, dont les recherches portent notamment sur l'élaboration de meilleures méthodes d'évaluation et de traitement de la pollution et de la justice environnementale. Merci beaucoup pour votre présence, Amanda. Nous allons commencer notre conversation. Nous avons brièvement passé en revue certaines recherches sur la pollution de l'air et les troubles cognitifs et chacun d'entre vous a une expertise très importante par rapport à ce sujet. Donc, ma première question, d'après vos recherches et vos pratiques, qu'est-ce que les gens devraient savoir plus sur la pollution atmosphérique, les troubles neurocognitifs? Jennifer, est-ce que vous pourriez commencer? Absolument.
Merci beaucoup, Léa, pour cette présentation incroyable du sujet. Comme Léa l'a mentionné, mes domaines d'intérêt, c'est plutôt par rapport à notre réponse aux incendies de forêt, à la pollution atmosphérique, surtout par rapport aux soins apportés aux personnes qui vivent déjà avec des troubles cognitifs. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est l'impact de ces personnes sur nos aînés est beaucoup plus important que sur la population générale. Donc, les personnes qui vivent avec les troubles cognitifs et les personnes âgées devraient être au centre de notre planification politique quand nous voulons mettre en place des réponses par rapport aux feux d'incendie, aux événements polluants. Et Léa a déjà parlé de plusieurs raisons pour lesquelles les personnes vivent un impact disproportionné. Donc, c'est parce qu'il y a plus grand risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires dans les populations plus âgées. Et souvent, ils vivent dans des logements inadaptés. Si vous êtes un plus âgé, que cela fait des décennies que vous vivez dans votre maison, et cette maison est moins préparée pour vous protéger contre la, la mauvaise qualité de l'air extérieur comparé à d'autres personnes qui vivent dans des logements plus récents. Et aussi, les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs ont un degré de complexité qui peut rendre la gestion de ces événements plus difficile. Et je vais attirer votre attention sur une problématique qui a été mentionnée dans la littérature et qui est liée à l'évacuation. Quand nous parlons à la pensons à la planification d'évaluation, nous devons réfléchir aux besoins des personnes qui vivent avec les troubles cognitifs pendant ces événements. Donc, ça veut dire que des centres d'évacuation doivent être mis en place pour soutenir les personnes qui ont des besoins sensoriels différents ou qui peuvent avoir des comportements différents si, par exemple, ils sont déclenchés par le déménagement loin de chez eux. Donc, pour moi, un élément essentiel dans la planification, c'est de reconnaître que c'est une population spéciale à laquelle il faut penser quand nous développons des politiques et des programmes et quand nous les mettons en œuvre quand ces événements se produisent. Merci beaucoup, Jennifer. J'apprécie cette leçon partagée et cela, je sais que Amanda, votre expertise est par rapport à l'impact qui varie d'une population à une autre en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question pour que pour nous dire ce que vous aimeriez que les gens sachent par rapport à cela? Donc, je vais élaborer par rapport à ce que Jennifer a mentionné. Donc, vous savez que la distribution n'est pas équitable. Il y a des populations qui sont plus exposées et certaines sont plus susceptibles à la pollution atmosphérique et par rapport à l'impact sur leur santé. Donc, ce sont les groupes racialisés, les personnes âgées, les enfants et les intersections de ces différentes identités. Quand nous parlons de l'exposition différentielle, nous parlons de l'endroit où les gens vivent, travaillent, jouent, apprennent, et c'est aussi la proximité par rapport à des industries lourdes ou des axes routiers, mais c'est aussi la qualité de l'air à l'intérieur, à domicile, et donc est-ce que les gens ont des systèmes de filtration ou des moyens de nettoyer leur air, ou est-ce qu'il y a des gens qui vivent de l'itinérance, qui n'ont pas accès à un air purifié à l'intérieur, et je pense qu'il y a un troisième élément qu'il faut prendre en compte qui se chevauchent avec des disparités en santé, par exemple, l'impact de l'asthme, qu'il y a des inégalités socio-économiques. Et si vous avez de l'exposition à une pollution atmosphérique avec des disparités socio-économiques, cela peut avoir un impact qui est magnifié. Merci, Amanda. Des fois, quand je pense à l'inégalité, j'ai c'est toujours pour moi important de parler par rapport à la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Et donc, merci d'avoir mentionné cela. Sandy, quelles sont vos pensées par rapport à cette question de savoir qu'est-ce que les gens au Canada devraient savoir, surtout par rapport à votre recherche, parce que vous vous, vous intéressez aux blessures neuronales et aussi aux risques cardiovasculaires. Donc, je vais peut-être parler plus de la littérature. Je suis en train d'apprendre de mes collègues au fur et à mesure de cette conversation, juste de savoir et de reconnaître que le Canada a peut-être un- a des niveaux de pollution atmosphérique les plus réduits dans le monde, mais Santé Canada estime qu'environ 15 000 décès précoces se produisent à cause de la pollution atmosphérique. Dans ce que j'aimerais que les gens sachent par rapport à un résumé de la littérature, nous avons des preuves
sur l'association entre la pollution atmosphérique et la mortalité, le décès et les maladies cardiovasculaires. Et cela vient de 25 ans de recherche au plus. Et la pollution atmosphérique a un impact sur les fonctions cognitives, mais c'est un domaine de recherche qui est plus récent. Et comme vous l'avez mentionné, il y a des recherches canadiennes. La plupart d'entre elles se penchent sur les troubles cognitifs. Et je pense que ce qui me réjouit, c'est qu'il y a la recherche en cours pour étudier les étapes précliniques. Donc, chez les Canadiens d'âge moyen, en bonne santé, nous essayons de voir la relation entre la pollution atmosphérique et les scores cognitifs et les blessures neuronales. Et bien sûr, c'est une recherche qui très coûteuse, mais qui est très importante. Merci, Sandy. Comme vous l'avez dit, 15 000 décès au Canada annuellement sont attribués à la pollution atmosphérique. C'est un chiffre que je ne connaissais pas. Et même si nos degrés de pollution atmosphérique sont assez faibles comparés à d'autres endroits dans le monde, je pense que pour moi, c'est bien de savoir que la recherche par rapport à la dimension neuronale de la pollution atmosphérique est un domaine assez récent comparé à d'autres types de recherches à ce sujet. Ryan, que pensez-vous à ce sujet? Je sais que vous avez fait des études dans des endroits où vous habitez et où il y a beaucoup de pollution liée aux incendies de forêt, mais à votre avis, qu'est-ce que les gens au Canada devraient savoir? D'abord, merci pour l'organisation de cet événement. Merci d'avoir été invité. C'est un plaisir d'être ici. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je vais juste renforcer certains de ces points. Je pense que Sandy mentionne quelque chose de très important par rapport aux effets à des niveaux faibles de pollution atmosphérique parce qu'il y a un sentiment que la pollution atmosphérique est un problème quand les niveaux sont élevés ou qu'on peut voir la fumée euh, par la fenêtre, mais il y a des preuves croissantes qu'une exposition chronique, même à des niveaux de pollution limités, a un impact sur les risques de mortalité, sur la santé cardiovasculaire et il y a moins d'informations sur la santé neuronale, mais je serais surpris si la santé neuronale n'était pas affectée de la même manière que d'autres situations de santé. Et parlant des incendies de forêt, un autre mythe dont j'aimerais me débarrasser, c'est que plusieurs fois, les gens disent, nous avons évolué avec les incendies de forêt, donc ce n'est pas une menace pour nous, ou les incendies de forêt, ce sont des événements naturels, donc ce sont des événements moins problématiques que des sources de pollution humaine. Et ce n'est pas ce que la recherche nous prouve. Nous avons moins d'informations sur l'impact des incendies de forêt comparé à d'autres sources de pollution, mais il n'y a aucune preuve pour soutenir cette idée que la fumée de forêt est moins problématique. Merci, Ryan. C'est un point que je n'avais pas pris en compte, cette idée que certains types de pollution étaient plus naturels et donc plus sécuritaires. Et le fait que c'est un mythe auquel il faut s'attaquer en utilisant des preuves existantes. Donc, merci beaucoup, Jennifer, d'avoir mentionné le fait que les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs doivent être prises en compte dans la planification des crises liées à la pollution atmosphérique et dans la recherche liée à la pollution atmosphérique. Donc, merci. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième question. Chacun d'entre vous a fait des recherches en profondeur sur ces sujets depuis pas mal de temps et j'aimerais bien savoir ce qui a surpris les experts. Qu'est-ce que vous avez appris récemment qui vous a surpris? Donc, Amanda, si vous pourriez commencer. Donc, qu'est-ce que vous avez appris récemment qui vous a surpris par rapport à ce domaine dont, donc, vous allez c'est un point qui a été mentionné auparavant. Il y a de plus en plus de travail qui indique qu'il n'y a pas de niveau sécuritaire de pollution atmosphérique. Maintenant que nous sommes en train d'apprendre plus sur les différents mécanismes à travers lesquels la pollution atmosphérique peut avoir des impacts sur la santé. Et donc, comme cela a été dit
par Sandy, nous avons un bon contexte Canada, mais maintenant que nous apprenons qu'il n'y a pas de niveau sécuritaire de pollution atmosphérique, cela veut dire que nous devons attaquer aux disparités par rapport à l'exposition à la pollution atmosphérique qui existe au Canada et nous devons promouvoir une amélioration continue. Il y a une recherche récente, et je vais partager ça dans la boîte de clavardage, qui dit que historiquement, nous avons amélioré la qualité de notre air grâce à des interventions politiques, et cela est important. Mais maintenant que les incendies de forêt sont en train de mettre en place une érosion de ces gains en qualité de l'air, et donc cela montre l'importance de parler des incendies de forêt quand nous parlons de à la pollution atmosphérique et de ses impacts. Oui, je peux imaginer que les événements de cette année ont été une source de surprise, même pour les gens qui travaillent dans ce domaine et qui étaient encouragés par la décroissance des taux de pollution atmosphérique au Canada. Donc, c'est un point très important qu'il faut prendre en compte pour savoir comment gérer cela et comment réduire ce type de pollution atmosphérique aussi. Brian? Est-ce que vous voulez répondre ensuite à cette question par rapport à ce qui vous a surpris récemment? Et il y a une couple de choses qui continuent à me surprendre, c'est l'impact incroyable de la pollution atmosphérique sur la santé publique. Sandy a mentionné que 15 000 décès étaient attribués à la pollution atmosphérique. Donc, 7% des décès au niveau international est lié à la pollution atmosphérique. C'est un des facteurs de plus importants de décès dans le monde. Ce sont des chiffres qui continuent à m'impressionner. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est la diversité des impacts sur la santé et des systèmes dans le corps qui sont affectés par la pollution atmosphérique. Quand je, En tant qu'étudiant de deuxième cycle, il y a quelques décennies de cela, on pensait que l'impact de la pollution atmosphérique, c'était par rapport à la santé pulmonaire, mais nous voyons maintenant qu'il y a un impact sur la santé cardiovasculaire et maintenant, c'est une question à laquelle nous avons une réponse. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et il y a beaucoup d'associations avec la croissance, avec la grossesse et la croissance du fœtus. Et, et maintenant, le sujet de ce webinaire et aussi l'impact de cela sur la santé neuronale, que ce soit au début de la vie, sur le développement neuronal ou le déclin cognitif à la fin de la vie. Je suis toujours impressionnée parce que quel que soit le système corporel auquel nous nous intéressons, nous voyons que cela peut être une cible de la pollution atmosphérique. Il y a des corrélations qui émergent et c'est plausible d'un point de vue biologique comme cela a été mentionné dans votre introduction, quand vous avez parlé des mécanismes par rapport à la santé neuronale. Donc, d'un point de vue biologique, ça a du sens, mais je suis surpris par le nombre de systèmes corporels qui sont affectés par la pollution atmosphérique. Oui, merci de votre partage. C'est bien de savoir que cela continue à évoluer, même dans le travail d'experts qui travaillent sur ce sujet. Et Sandy, quelles sont vos pensées à ce sujet quand nous avons parlé, il y a quelques jours de cela, nous avons parlé un peu des mécanismes de la recherche et comment cela est en train de changer. Donc, qu'est-ce qui se passe qui va vous surprendre? Donc, je vais construire sur ce que Brian a dit. Dans le cadre de la recherche que nous sommes en train d'effectuer, nous sommes en train de travailler avec des cohortes, et nous sommes en train de voir quels sont les impacts sur ces systèmes de la santé que Ryan a mentionnés. Et nous utilisons des IRM pour quantifier ces résultats de santé que nous observons. Nous avons été surpris dans notre recherche. Nous n'avions pas vu une corrélation consistante entre les polluants considérables et euh, et l'impact sur la paroi de l'artère et donc une hypothèse, c'est que ce sont des adultes en santé, peut-être que la pollution euh, sur la santé des personnes qui ont déjà un peu de risque ou des gens qui sont au début de leur développement.
Donc, cela veut dire que nous devons faire plus de recherches pour identifier exactement les mécanismes qui expliquent ces corrélations que nous voyons de manière consistante. Et l'autre chose sur laquelle nous nous penchons est la corrélation entre la pollution atmosphérique avec les scores cognitifs. Donc, par exemple, si quelqu'un a une tendance à tomber, cela est lié à un déclin dans les scores cognitifs et par rapport aux résultats que nous observons par l'IRM. Donc, il y a plus de recherches qui doivent être faites à ce sujet. Oui, c'est toujours fascinant, à mon avis, de voir combien il y a de tests qui doivent être mis en place pour euh, valider la robustesse d'une théorie. Donc, merci de nous avoir donné de l'information sur l'artère carotide. Et donc, moi, je me rappelle que quand j'ai fait de la recherche, j'ai vu qu'ils ont vu comment la performance des personnes qui jouaient à des jeux vidéo était affectée par les incendies forêts. Donc, Jennifer, quelles sont vos réflexion à ce sujet parce que je sais que vous avez beaucoup d'expérience, surtout par rapport aux soins qui apportés aux personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Qu'est-ce qui vous a surpris par rapport à la pollution atmosphérique et ce sujet? Merci, Léa. Donc, je pense que j'ai une autre perspective quand je parle de ce sujet. Donc, c'est très intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire pour moi parce que je m'intéresse à leur réponse du système de santé et comment ce système soutient les personnes qui vivent avec les troubles cognitifs pendant ces événements. Et donc, je vois que la réalité maintenant, c'est que la préparation et maintenant se passe pendant toute l'année. Donc, il y a quelques années de cela, nous avons eu un dôme de chaleur à Vancouver. Et donc, avant, nous pensions aux événements climatiques comme étant des événements sporadiques. Et je pense qu'une des choses qui s'est passée au cours des dernières années, c'est la prise de conscience que la préparation et les réponses doivent être prêtes à être déployées en tout temps et que nous sommes toujours prêts à répondre. C'est quelque chose que nous avons vu cette année par rapport à ces incendies de forêt, aussi bien dans l'Est du Canada et le déplacement de ces feux de forêt. Par exemple, les gens qui étaient à New York qui disaient, oh, cette fumée vient du Canada. Donc, la réponse du système de soins de santé est quelque chose pour lequel nous avons besoin de rechercher mieux pour comprendre comment cela a un impact sur les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Mais une des choses que nous voyons, c'est qu'il y aura plus d'impact sur le système de soins de santé pendant ces événements. Par exemple, les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs vont se présenter en plus grand nombre au service d'urgence, surtout une fois que l'impact de la mauvaise qualité de l'air commence à avoir un impact sur eux. Et donc, nous avons besoin d'un système de soins de santé qui comprenne les besoins des personnes qui vivent avec les troubles cognitifs afin que les professionnels puissent identifier, par exemple, quelqu'un qui est dans un état de délire ou qui peut être plus réactif à cause de ce qui se passe dans l'environnement. Et quelque chose que j'ai vu dans mon domaine, qui est le domaine des soins de longue durée, c'est que cela a eu un impact sur à quoi ressemblent les évacuations au cours des 2 dernières années. En Colombie-Britannique, nous avons vu des soins, des établissements de soins de longue durée être évacués. Et c'est un grand changement. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, quand nous pratiquions nos évacuations, nous allions dans un parc de l'autre côté de la rue avec un petit panier de pique-nique. Donc, c'était un événement, c'était un peu divertissant et nous pouvions le planifier. Mais la quantité de planification de travail qui est maintenant euh, impliquée dans l'évacuation d'un endroit géographique à un autre, y compris l'utilisation de bus et d'avions, est très différent. Et cela veut dire que ces personnes sont séparées de leur famille, de leurs amis, parce que ce sont des personnes qui ne voyagent pas et les personnels maintenant doivent euh, s'occuper d'autres personnes dans un autre espace. Il faut se poser des questions et il faut s'intéresser à ces impacts. Il faut s'intéresser à l'augmentation d'erreurs de médicaments pendant ces vacations et une diminution de la mobilité parce que ces personnes ne sont pas mobilisées, parce que leurs plans de soins de santé ne sont pas appliqués à la lettre. Donc, au niveau individuel, cela peut avoir un impact et amener un déclin de leur capacité de fonctionnement pour les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Donc, il faut réfléchir pour savoir
à quoi vont ressembler ces évacuations de grande échelle, donc de voir comment les gens vont se présenter dans les salles d'urgence. Est-ce que cela veut dire qu'ils auront besoin de plus de lits d'hôpitaux? Et donc, comment cela est lié aux événements climatiques? Voici ce qui me vient à l'esprit quand je réfléchis aux impacts et quels sont les changements qui sont produits au cours des dernières années. Merci. Cette présentation très succincte des différentes dimensions de l'évacuation pendant des événements climatiques polluants et au cours des 30 dernières années, la planification d'évacuation a dû changer dans sa pratique. Et ce que vous avez dit par rapport à New York, parce que même d'un point de vue de la planification, on peut imaginer que, par exemple, les hôpitaux à New York et les établissements de soins de longue durée n'avaient pas un plan de réponse aux fumées venant des incendies de forêt. Je peux juste penser cela, donc je ne sais pas. Mais maintenant, dans plus, les soins qui offrent, les établissements qui offrent des soins aux personnes qui vivent avec des troubles cognitifs doivent maintenant prendre cela en compte et donc pas juste pendant l'été. Donc, merci pour ce point et cela m'amène vraiment à ma prochaine question. Je sais que moi-même, j'ai réfléchi à la pollution et au changement climatique depuis les années 1995, quand nous avons appris que cela existait en tant qu'équipe. Donc, je sais que pour moi, c'est un sujet qui est très difficile, très émotionnel et, euh, et il y a beaucoup de travail en psychologie climatique, du travail émotionnel par rapport au climat. Je pense que c'est quelque chose qui existe, on pourra en parler plus tard. Mais quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre individuellement, collectivement? Pour par rapport à cette information, et vous avez déjà répondu un petit peu, Jennifer, mais d'après vous, que pensez-vous que les gouvernements, les organismes de santé au Canada devraient faire à l'avenir pour lutter contre la pollution de l'air et leur impact sur les troubles cognitifs ou plus généralement contre la pollution de l'air et la santé cérébrale? Ou est-ce que vous avez vu des initiatives dans ce domaine ailleurs que vous souhaiteriez voir se développer pour bénéficier à un plus grand nombre de personnes ici au Canada? Nous allons peut-être donner la parole à Sandy présentement. Je sais que quand nous avons parlé la semaine dernière un peu pour se préparer, vous avez mentionné que les espaces verts dans la planification urbaine, c'est quelque chose que les villes peuvent faire. Oui, et je pense, quand je pense à une question, j'ai l'impression de ne pas avoir l'expertise pour dire au gouvernement quoi faire, mais il y a des choses auxquelles je peux réfléchir qui seraient très intéressantes si cela a été amené de l'avant. Et une des choses vient du commentaire d'Amanda au préalable par rapport à la perspective de l'équité en santé, c'est de se concentrer sur les zones qui sont peu polluées. Et si, et si les gouvernements pourraient faire du dépistage cardiovasculaire et améliorer l'accès aux soins de santé, parce que nous savons que les maladies cardiovasculaires jouent un rôle très important dans le développement de troubles neurocognitifs. Donc, je pense qu'on pourra accomplir beaucoup de choses en se concentrant sur ce domaine et d'un point de vue positif. Et il y a de la recherche actuelle euh, où il y a une demande en recherche de faire plus de recherches sur l'impact des espaces verts et sur les mécanismes hypothétiques qui expliqueraient pourquoi l'exposition à des espaces verts pour avoir un impact positif sur les impacts cognitifs de la pollution atmosphérique. Donc, et cela vient de la littérature et il y a un mécanisme de réduction des dommages qui fait que la végétation peut absorber les particules fines et il y a un mécanisme de restauration et l'espace vert peut améliorer les interactions sociales, les activités physiques. Donc, je pense que le gouvernement doit investir plus, comme cela a été mentionné, dans la planification urbaine et aussi et de rechercher quelles sont les personnes qui vivent dans les endroits où il y a le plus de population qui n'ont pas accès à des espaces verts et qui sont aussi les endroits où il y a le plus de pollution. Et, et pour ajouter un autre élément, ce sont les nouveaux arrivants et des fois, nous venons de pays où il y a des niveaux d'exposition qui sont beaucoup plus élevés. Et donc, nous sommes déjà à un risque plus élevé euh, que les gens. Et aussi, donc, c'est important de poser la question des personnes aussi qui viennent s'installer au Canada. Merci, Sandy. Oui, c'est important de savoir qu'il y a des manières positives d'avoir un impact sur
la cognition grâce à des espaces verts. Et j'aime ce point de mentionner l'exposition préalable des gens qui viennent d'arriver au Canada. Donc, qui aimerait ensuite répondre à cette question par rapport à ce que vous aimeriez que les gouvernements et les organismes de Santé Canada fassent à l'avenir euh, par rapport à la pollution atmosphérique, les troubles neurocognitifs? Donc, je vais tenter de répondre. Je pense par rapport à la gestion de la qualité de l'air et la protection de la santé publique, les incendies de forêt viennent de changer la donne par rapport aux stratégies que nous devrons utiliser. Quelqu'un a mentionné, je pense que c'est Amanda, de la réussite que nous avons eue au Canada et dans d'autres pays plus riches pour améliorer la qualité de l'air depuis les années 1970, euh, dès la mise en œuvre de législation pour la protection de la qualité de l'air. Nous avons eu de grandes réussites et les incendies de forêt ont miné ces réussites et c'est une source de pollution atmosphérique différente et une des sources de différence, c'est que si vous imaginez une usine qui émet de la pollution dans l'air, nous pouvons aller dans cette usine et mettre en place de la technologie de contrôle des émissions ou mettre en œuvre une législation pour contrôler les émissions de cette usine. Mais une fois qu'une forêt est en feu, donc, c'est sûr que les pompiers s'assurent de limiter l'expansion des feux de forêt, mais il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Donc, nous ne pourrons pas intervenir au niveau de la source de la pollution. Nous devons intervenir au niveau des individus et des foyers. Et donc, ça veut dire que les individus et les familles doivent modifier leur comportement, rester à l'intérieur, purifier leur air, utiliser des masques, comme cela a été dit dans l'introduction. Mais ce que j'aimerais voir, c'est un effort coordonné de tous les événements, tous les niveaux du gouvernement, du système de soins de santé publique et du public pour réduire les risques. Et il y a des choses que les individus et les familles peuvent faire, mais les gouvernements ont aussi un rôle important à jouer. Donc, demander aux gens d'utiliser un purificateur d'air n'est pas suffisant parce que certaines personnes n'ont peut-être pas les moyens de se permettre un purificateur d'air ou n'ont pas accès à un logement stable. Donc, ce n'est pas un bon conseil de demander aux gens de rester à domicile quand ils n'ont pas de domicile. Donc, les gouvernements ont un rôle à jouer en termes d'améliorer leur communication, de continuer à développer des outils pour dire où la fumée pourrait se situer, de créer des abris avec un air propre où les gens peuvent aller se réfugier. Et aussi, Jennifer a parlé un peu de la chaleur dans ses commentaires. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir gérer en même temps que la fumée. Parce que souvent, la fumée se produit pendant des périodes de chaleur intense et il y a beaucoup de défis aujourd'hui, mais les incendies de forêt sont en train de changer la donne, changent comment nous réfléchissons et comment nous agissons pour protéger le public des effets de santé de la pollution atmosphérique. Merci beaucoup. C'est sûr que ça change la donne. Jennifer, la parole à vous après et Amanda pourra conclure. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Je sais que vous avez tellement de recommandations dans votre travail et je vais partager cela quand nous allons partager la vidéo afin que tout le monde ait accès à la recherche qui a été faite. Mais quelles sont vos pensées par rapport à ce que le gouvernement et les organismes de santé pourraient faire? Donc, je vais continuer avec enthousiasme par rapport à ce que Ryan a dit. Le fait de reconnaître vraiment que c'est du travail intersectoriel et pluridimensionnel que le gouvernement doit faire. Nous avons besoin de personnes de plusieurs disciplines et de secteurs, mais aussi les différents gouvernements municipal, local, gouvernement provincial, territorial et fédéral doivent travailler ensemble. Donc, pour utiliser l'exemple du dôme de chaleur à Vancouver, il y a eu beaucoup de réponses au niveau communautaire, municipal, au niveau des quartiers. Et après, la question, c'est quelles sont les personnes qui sont responsables pendant ces événements? Et par rapport à l'impact de ces événements et par rapport aux problématiques qui viennent de la pollution atmosphérique et des incendies de forêt. C'est une question qui commence à se poser et nous devons continuer à détruire les silos parce que ce n'est
il n'y a pas juste un niveau de gouvernement qui est responsable. De plus en plus, nous voyons des offres d'emploi qui sont liées au changement climatique et la durabilité dans le système de santé et dans le gouvernement. Et nous continuons à avoir ce genre d'initiative pour retourner aux soins des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Nous devons avoir des personnes dans la communauté qui soient représentées à ces tables et qui soient consultées ou d'avoir des gens qui ont de l'expertise dans ce domaine être à cette table parce que nous avons besoin de reconnaissance pour comprendre comment soutenir cette population et qui vit avec des aspects uniques. Et même s'il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à la réponse aux événements climatiques au cours de la dernière année, comment personnaliser à la communauté des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs, il y a des choses que nous pourrions faire qui ne sont pas encore en train de se produire. Donc, nous devons continuer la conversation, nous devons continuer à mentionner ce point, défendre les intérêts de cette communauté avec des personnes bien positionnées. Et je pense que c'est un élément clé ici. Je vais arrêter ici. Merci, Jennifer. Mahmoud, je sais que quand nous avons parlé, la, euh, la semaine dernière, vous avez parlé de prescription sociale, vous avez dit que c'était quelque chose qui était une source d'espoir. Donc, mais je pense que vous allez pouvoir mieux l'expliquer, donc allez-y. Donc, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je veux juste aller une étape plus loin. Un événement récent très prometteur, c'est que le gouvernement canadien a reconnu que tous les Canadiens ont le droit à un environnement en santé grâce à la loi de la protection environnementale et ce ne sont pas juste des écosystèmes en santé, mais des environnements sains pour des gens sains. Et je pense qu'il y a de l'espoir qui vient de ça parce que cela crée une opportunité de créer des politiques, d'avoir des opportunités, des financements qui vont réduire la pollution atmosphérique et promouvoir la justice environnementale. Donc, ce qui est important, c'est de cibler les communautés vulnérables, que ce soit à niveau infrastructurel, de penser, par exemple, à améliorer les États verts, où je travaille avec des autorités en santé qui sont qui portent leur attention sur la gestion des établissements de soins à long terme. Ils mettent en place des logements avec des structures de soutien et aussi, et c'est important d'avoir des adaptations, par exemple, pour les personnes les plus âgées ou les personnes qui sont des nouveaux arrivants, surtout dans le cadre des événements des incendies de forêt. Et comme vous l'avez mentionné, est-ce que nous pouvons donner accès à des technologies adaptatives comme les purificateurs d'air ou créer du financement pour les personnes et les familles qui ont des revenus limités et est-ce qu'un docteur pourrait le prescrire si vous avez une vulnérabilité accrue et donc pour connecter avec ce que Ryan a dit, c'est important de s'intéresser aux facteurs qui expliquent les disparités de santé. Si, par exemple, quelqu'un vit de l'itinérance, vous ne pouvez pas dire à cette personne à rester à domicile. Donc, il faut s'attaquer à ces problématiques systémiques d'envergure. Et je pense qu'un élément, c'est les changements climatiques, parce que nous avons parlé des incendies de forêt. Donc, c'est important qu'il y ait un lien important entre l'action climatique du gouvernement et les actions protectives de la santé. Et donc, c'est identifier ces opportunités pour connecter les politiques de santé et les politiques environnementales. Quel point excellent. Et cela est une bonne manière de conclure la conversation parce que souvent, la politique environnementale est une politique de santé publique. Ce ne sont pas deux choses différentes qui se produisent en parallèle. Merci, Amanda. Merci à tous les experts pour avoir partagé tout ce que vous avez appris. Je vais maintenant passer à la session questions-réponses où nous avons une question de Rebecca William Collins. Donc, quels sont vos conseils pour parler aux gens qui sont des sceptiques de l'effet de la pollution atmosphérique et avoir cette conversation de manière productive? Donc, qui aimerait répondre en premier à cette question? Je peux, je peux répondre. Mon travail, c'est d'étudier la pollution atmosphérique. Mais j'ai encore des membres de ma famille et des amis qui pensent que c'est une blague de grande envergure. Et une des choses que je leur dis, c'est que peu de gens doutent maintenant que la fumée de cigarette a un impact négatif sur la santé. Donc, l'idée que vous pouvez inhaler la
fumer des cigarettes et que cela va avoir un impact sur les poumons, il y a peu de personnes qui remettent cela en cause. Et beaucoup des choses dont nous parlons aujourd'hui n'est pas vraiment différent de ce qui est produit dans la fumée de cigarette. Par exemple, les cigarettes ont beaucoup de particules fines, P2,5, et la cigarette contient d'autres éléments comme la nicotine qui ne sont pas dans la pollution atmosphérique. Mais pour moi, c'est la pollution atmosphérique, ce sont les choses que nous respectons tous les jours. Et donc, pour moi, c'est les gens qui nient cette réalité-là, c'est un peu les gens comme nient l'impact négatif sur la cigarette. Donc, pour les gens qui sont un peu sceptiques, j'utilise la cigarette parce que c'est une menace par rapport à la santé dont les gens ont conscience et j'utilise ça comme un point de départ pour parler d'autres types de pollution atmosphérique. Merci, Ryan. C'est un bon conseil. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait des conseils pour cette question? Moi, ce que je vais rajouter, c'est d'accueillir l'incertitude dans la littérature. La preuve montre que nous sommes sûrs de certains résultats. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes encore en train de faire la recherche. Et je pense que l'attitude de... Donc, quand quelqu'un veut parler à quelqu'un qui est sceptique, d'adopter l'attitude de quelqu'un qui se dit, «Ah, nous sommes en train d'étudier cela ensemble.» Donc, je pense qu'en choisissant les choses importantes sur lesquelles se concentrer, je pense que cette approche, plutôt qu'une attaque, hein, va peut-être aider dans la conversation. Ça, c'est un excellent point aussi. Merci, Sandy. Oui, de comprendre qu'il y a des incertitudes dans la recherche, il y a des choses qui sont plus certaines que d'autres et que nous sommes en train d'étudier cela ensemble. C'est une bonne idée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager des ressources, des conseils où nous pouvons passer à une autre question? Je pense qu'il y a un autre sondage qui a apparu dans une fenêtre auquel le public peut répondre. Donc, par rapport à la question sur la communication, moi, ça fait une décennie ou plus que j'étudie la pollution atmosphérique. Donc, j'ai connaissé les impacts sur la santé de la pollution atmosphérique. Et donc, même si je l'étudiais, quand, quand je suis devenue plus sensible, je me suis dit, je peux sentir les changements dans l'air dans mon corps, même si d'un point de vue conceptuel, euh, je le savais. Donc, je pense que une des choses, c'est, on parle maintenant des gens qui sont plus sensibles. Donc, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je vais sortir quand il y a des incendies de forêt. Donc, je leur dis non, vous ne devrez pas. Donc, je sais que pour l'instant, écoutez les gens qui sont très sensibles à ces éléments. Donc, parce que la recherche montre que même si vous ne ressentez pas l'impact de la pollution atmosphérique, cela a un impact. Et donc, même pour quelqu'un qui l'étudie, c'était différent quand c'est devenu quelque chose qui faisait partie de mon corps. C'est sûr que partager des histoires personnelles est une bonne manière de partager de l'information aussi. Et pour les personnes qui connaissent moins les données, même pour les gens qui connaissent bien les données comme vous-même. Donc, merci à tous pour ces réponses. Je pense que nous sommes à court de temps. Donc, Jennifer, est-ce que nous pouvons passer à la prochaine question ou est-ce que vous voudriez répondre? Merci beaucoup, Rebecca, pour cette question. Donc, Rebecca, Annalise, nous aimerions poser la question. Quel est l'impact de la pollution atmosphérique interne, comme l'utilisation de produits chimiques et nous savons pas quel est l'impact de ces produits chimiques sur le cerveau et nous avons besoin de plus de recherches. Est-ce que vous avez pensé à ce sujet? Est-ce que vous avez pensé est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? Donc moi, je suis en train de faire de la recherche sur l'odeur et donc, et un air qui sent bon, c'est pas un air qui est nécessairement bon pour la santé. Donc, nous savons que tous ces produits qui cachent les odeurs amènent en fait plus de pollution atmosphérique interne. Et donc, euh, et donc, on parle de produits qui
nous, ce que nous recommandons, c'est plutôt d'avoir des purificateurs d'air qui enlèvent certains de ces contaminants atmosphériques. Mais nous sommes confrontés à cette problématique et c'est quelque chose nous essayons de discuter. Moi, j'essaie de le faire avec ma famille, exact aussi. Moi, je voudrais juste rajouter, moi, je, n- je n'ai jamais entendu parler de cette corrélation par rapport à la santé neuronale, mais il y a des preuves qu'une exposition à leur thème, à des produits de nettoyants surtout, des études par rapport à des gens dont le métier est de nettoyer le domicile, donc ils sont exposés pendant plusieurs heures à ces produits et il y a certaines preuves de corrélation entre l'exposition à ces produits de nettoyage et de la morbidité. Et il y a des problèmes respiratoires par rapport au déclenchement de crises d'asthme et de l'hormone allergie. Donc, je pense qu'il y a certaines preuves que nettoyer une fois un autre ne va pas avoir un impact, mais si vous nettoyez de manière chronique, il peut y avoir des corrélations là. Donc, c'est tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui. Je ferai un suivi par rapport aux autres questions par courriel qui sera envoyé par notre équipe. Merci à tous les intervenants pour vos partages des leçons apprises avec nous. Nous apprécions vraiment cela. Merci à tous les membres du public pour vos questions, pour votre présence, pour votre intérêt. Merci de vous joindre à nous le 22 novembre à midi. Nous aurons où le journaliste va fallait animer une conversation sur les expériences du sud-est de l'Asie par rapport aux troubles cognitifs, hein, et nous allons afficher ça sur notre site Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer à publication à, à, euh, à publication alzheimer.ca et merci d'être joint à nous et je vous souhaite une excellente journée. Merci de prendre soin de vous.